Merci à tous d'être restés pour cette conférence. Donc, il y a eu pas mal d'éléments déjà qui ont été dits par François Monboise de la FEVAD, un peu par Sophie Gonin. Le mobile, c'est quelque chose qui est au cœur de toutes les problématiques, je pense, des e-marchands. À l'occasion de Magento 1.14, effectivement, on a un thème qui est maintenant responsive, donc c'est l'occasion de parler un peu plus précisément justement à propos du e-commerce sur mobile. Donc je vais essayer de vous maintenir éloigné de vos téléphones autant que faire se peut pendant cette conférence, mais je sais qu'ils sont présents partout. La première partie de la conférence, on va parler un petit peu de stratégie, on va revoir un peu quelques chiffres et puis quelques aspects use case. Ensuite, on fera un deep dive sur les aspects techniques, et donc j'aurai un camarade de Smile qui s'appelle Aurélien Foucré qui va venir me rejoindre. Et puis, en dernière partie de conférence, on aura Emmanuel Mouchel, qui est donc à ma gauche, qui est chef de projet chez Smile, et qui va raconter un petit peu son expérience sur une de nos plateformes e-commerce sous Magento, qu'on a mobilisée, en quelque sorte. Voilà. Alors pour commencer, j'ai quelques chiffres, mais bon, vous en avez eu déjà beaucoup via la FEVAD. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le smartphone est présent partout. Dans le monde, il y a plus de personnes qui vont avoir accès à un smartphone qu'à un laptop. Donc pour les marchands qui sont intéressés par l'international, forcément, ils devront aller plus loin et s'intéresser à ces devices. Et puis, de façon générale, on va avoir des comportements qui vont être non plus avec un seul device, mais plusieurs. Donc on a fait un petit diagramme pour représenter justement en France le taux d'équipement. Vous avez vu quelques chiffres précédemment. Aujourd'hui, les smartphones, ça représente peut-être la moitié du parc équivalent aux PC et laptops. Ça va grossir fortement. La FEVAD ne fait pas la division entre tablette et mobile. Nous, on essaie de la faire puisque on pense que les usages sont vraiment différents entre ces deux devices. Et donc, on va s'intéresser à la partie véritablement smartphone dans la plupart de l'exposé. Au niveau des systèmes d'exploitation, et c'est un point important pour les aspects technologiques qu'on va aborder, on voit qu'Android est extrêmement représenté. Alors, chez Smile, on est fervent partisan de l'open source et défenseur de l'open source. Forcément, ça nous fait plaisir. Maintenant, il faut quand même tenir compte des autres OS, et donc iOS, Windows, qui gagnent des parts de marché progressivement. Des derniers chiffres, et j'arrête de vous embêter avec ça. On va avoir 60% des consommateurs qui achètent via mobile, donc des consommateurs qui ont déjà acheté. C'est pas forcément qu'ils achètent régulièrement, mais en tout cas ils ont déjà acheté. La plupart finalement achètent depuis plusieurs appareils et selon quelques chiffres que j'ai pu glaner ici et là, un client multicanal dépenserait 300% de plus. Alors peut-être que des marchands parmi vous qui ont mis en place des systèmes d'analyse multicanaux pourront témoigner. En tout cas, c'est un créneau qu'il ne faut pas rater définitivement. Vous avez vu la vidéo d'introduction avec la reine. Voilà. On sait très bien que chacun de vous, marque, enseigne ou distributeur que vous êtes, vous souhaitez légitimement vous positionner sur le mobile. Alors, on voudrait juste dire un point important, c'est que le mobile, c'est pas une simple transposition du web vers un écran plus petit. La tablette, elle l'est un petit peu plus finalement, puisqu'on a des usages, on va le voir après, qui sont assez similaires. Et donc, le premier point, c'est d'essayer de se recentrer sur l'objectif qui est visé à travers un site mobile, une application, en tout cas via l'usage des smartphones que vous souhaitez que vos utilisateurs, vos consommateurs fassent. Parmi les usages et les objectifs que vous pouvez rencontrer, ça va être de l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux marchés, sur un territoire, sur une zone, à l'occasion de salons, à l'occasion d'événements particuliers. Le mobile va pouvoir accompagner à ce titre une campagne, par exemple, globale de display. Des services également, par exemple pour les distributeurs de lentilles ou de verres, de lunettes, un service de renouvellement de lentilles qui va être disponible en ligne. On va avoir, toujours dans le domaine de l'acquisition, on va dire, de nouveaux clients, des applications assez innovantes qui vont aller un peu compléter l'aspect purement métier. Je pense d'une marque ou d'une enseigne. Je pense par exemple à la banque AXA qui a fait développer une application de gestion budgétaire personnelle pour que ses clients, ses prospects puissent déjà s'intéresser à cette banque et puis disposer d'un service supplémentaire et pas simplement du relevé de compte et de l'information, on va dire, plus
commune à toutes les banques. Dans tout ça, bien sûr, il y a un objectif qui est important, c'est celui qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est la vente directe sur mobile. Et donc, on va se concentrer un petit peu sur cet aspect-là. Quand on parle de vente, on s'intéresse bien sûr à tout ce qui est relatif au taux de conversion. Et la question qu'on nous pose très très régulièrement chez Smile, c'est quelle est la rentabilité du mobile. Voilà, pour pouvoir engager un projet mobile, il faut un ROI, il faut... alors, il y a les chiffres d'un côté qui parlent, qui disent, voilà, tout le monde se met sur le mobile, il faut absolument faire quelque chose. Et de l'autre côté, la rentabilité, l'analyse qu'on peut en faire. Alors, bien sûr, l'autoconversion, c'est un sujet. Ici, on a une petite analyse qui présente justement les taux de conversion par device en isolant le mobile, le smartphone. Et on se rend compte que c'est relativement faible. En fait, c'est même... 2 fois plus faible que la plupart des taux de conversion sur les sites web traditionnels. En réalité, on sait très bien que les consommateurs, donc, comme je disais tout à l'heure, passent d'un device à l'autre. Et donc, ce qui est important, c'est d'analyser le parcours dans son ensemble, de réussir à faire une analyse complète et un peu plus que le dernier point de contact, le dernier touchpoint. Il faut aussi distinguer certains devices. Les iPads, par exemple, vont avoir un taux de conversion un peu plus important. C'est aussi de la nature du produit. Les consommateurs qui en disposent, en général, sont dans une catégorie professionnelle qui est un petit peu plus élevée et donc ont tendance à acheter un peu plus que sur des tablettes Samsung, par exemple. En tout cas, le taux de conversion par device, c'est pas suffisant. Et on est convaincu qu'il va falloir mettre en place des tracking multi-device, transverses. Et on peut quasiment parler d'un PNL pour un client, une analyse profit and loss par client, et non pas une analyse uniquement statistique basée sur un device, un parcours ou une seule technologie. Pour ça, on a des besoins technologiques. Alors, il y a des solutions qui permettent de le faire avec l'arrivée de Universal Analytics, par exemple, de Google. Ça nécessite un cookie, une première connexion d'un utilisateur pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir savoir qui il est et ensuite le traquer sur tous les devices. Et pour ça, il faut donner une bonne raison au client de passer en mode connecté. Alors ça peut être chaque marchand ou distributeur assez technique, ça va être une wishlist par exemple qui va être permanente, un panier persistant ou autre. Donc il faut s'assurer que, les procédures d'inscription sur le site soient les plus efficaces possibles pour rapidement avoir accès à une donnée, un identifiant client, ne serait-ce qu'un email, ne serait-ce qu'un élément clé. Une souscription à une newsletter, c'est un client qui est identifié en quelque sorte. On sait qui il est, et à partir de là, on va pouvoir mesurer sa rentabilité ou du moins définir un petit PNL. Pour faire le lien avec Magento Entreprise dans les dernières versions d'ailleurs, propose une fonction qui s'appelle session persistante. Vous avez dû l'expérimenter sur Amazon. Vous n'êtes jamais déconnecté en réalité, vous avez toujours accès à bonjour Florent en haut à droite, et puis accès à quelques informations comme justement la wishlist ou le panier. Quand il s'agit de faire des opérations plus transactionnelles, donc passer une commande, accéder à l'historique de ses commandes ou autre, il faut se reconnecter, donc ressaisir son mot de passe. Mais dans toute la navigation avec Magento Enterprise, on va avoir la session qui va être persistante, alors sur un device unique, mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir justement faire des rapprochements multi-device, et donc traquer, analyser les parcours véritablement sur tous les systèmes. Alors, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est déjà quel était l'objectif à suivre. À côté de ça, il va falloir s'adapter aux usages des consommateurs. À quoi sert un smartphone dans sa poche? On va avoir des cas, un smartphone, une tablette également, on va avoir des cas très très différents. On va avoir par exemple les gens qui sont en déplacement, donc on va être en mobilité, on parle plus de mobilité que de mobile. Donc en mobilité, quelqu'un va avoir besoin d'une information, de quelque chose d'urgent. On va être sur un écran de l'instantané, quelque chose qui va durer une très courte durée sur la journée, mais de très nombreuses fois. Les principaux usages des mobiles, ça va être les réseaux sociaux et la recherche. Les réseaux sociaux, ça a un intérêt pour vous par rapport à votre positionnement global. Et la recherche, elle a un intérêt également pour bien vous positionner à l'extérieur de votre site, de votre univers de marque. On va y revenir un petit peu par la suite. À l'inverse, à la maison, on va avoir des écrans qui sont plus des écrans de la détente, avec une utilisation plus longue, à peu près 3 fois plus longue que sur mobile, et qui est généralement faite à domicile, donc à la maison, pour des loisirs, des médias, consulter la presse, les actualités.
Donc on voit bien qu'il y a quand même un usage qui est véritablement différent par rapport aux consommateurs quand ils sont en mode autonome, c'est-à-dire qu'ils naviguent via eux-mêmes sur leur smartphone. Les enjeux auxquels vous devez répondre en voyant cela, d'abord, c'est par rapport au mobile, c'est bien sûr répondre aux besoins dans les situations. Donc on va parler du contexte un petit peu après, et il va bien falloir définir et analyser tous ces contextes d'usage. D'un point de vue pratique également, ça va être identifier les contenus qui sont les plus visités sur mobile, donc par rapport à vos analytics en cours, et puis essayer de comprendre quels sont les points d'accès les plus structurants, les plus essentiels, pour pouvoir spécialiser le device mobile, spécialiser les écrans que vous allez afficher à vos clients sur le mobile. L'information de disponibilité d'un magasin, ça a peut-être encore plus d'intérêt sur le mobile que sur un device tablette, où là on va laisser la place aux images, au visuel. Pour la recherche, de la même façon, une analyse de tous les keywords qui sont utilisés sur mobile, ça vous permettra de détecter les intentions et tout l'aspect d'ailleurs implicite de la requête qui va se passer, de la recherche qui va être réalisée sur un smartphone. On va avoir des recherches qui vont être de nature restaurant aux alentours, restaurant autour de moi, restaurant à proximité, ou table basse à proximité. Et donc, il va falloir localiser cette recherche et comprendre ces comportements pour être correctement positionné également sur les moteurs de recherche et donc le SEO. La tablette, on a quelque chose d'un peu plus proche du desktop, mais malgré tout, il va falloir que vous adaptiez vos contenus, adapter les visuels, être vraiment dans quelque chose d'émotionnel où les produits sont encore plus proches du consommateur que sur un écran avec un laptop comme j'ai devant les yeux. Donc en tout cas, il va falloir s'intéresser beaucoup plus à l'aspect sensitif du device. Je vous parlais à l'instant de la partie de prendre en considération le contexte. Le contexte, il peut être découpé en plusieurs grands ensembles. Le premier ensemble, c'est le temps. Alors bien sûr, le temps, la météo, qui va jouer un rôle important, mais surtout le temps qui est accordé à l'usage du smartphone. C'est peu mais fréquemment, mais ça veut dire qu'il faut rapidement accéder à l'information. Donc en matière de performance, en matière de structure et organisation des contenus, ça va être essentiel. On va devoir tenir compte également des processus qui sont engagés. Je suis dans la rue, je vais chercher justement je veux aller au cinéma, voilà, je veux aller au cinéma, je veux acheter une table basse pour mon salon. C'est un processus qui est engagé bien avant le fait que j'ai un smartphone dans la main. On va engager ce processus très très tôt, peut-être d'abord dans une discussion, dans le salon, peut-être devant un PC également, puis ensuite on va se déplacer, on va arriver devant Ikea, et je ne vais pas forcément avoir l'information, et là je prends mon smartphone. L'élément déclencheur va être peut-être plus tard dans le processus que sur PC, où on a l'intention déjà d'aller sur l'ordinateur avant de sortir, avant d'aller sur Internet. Le lieu, bien sûr, ça influence la durée d'utilisation, mais je vais détailler un peu plus tard la partie in-store, qui est bien sûr importante pour votre stratégie. Je reviens sur les autres axes qui sont présentés ici. Donc les sentiments, ça peut être un sentiment de peur d'être en retard, donc pour avoir une information de durée, de créneau horaire pour l'ouverture d'une boutique par exemple, ou la fermeture au contraire, de ne pas avoir de cadeau. Il faut un cadeau maintenant dans l'heure. Est-ce que ma boutique est-ce que mon revendeur de vin Nicolas est ouvert à côté de chez moi ou pas? Donc il faut prendre en compte ce contexte-là. Et puis un point particulier, c'est le côté relationnel. La navigation sur smartphone, elle ne se fait pas forcément seule, elle se fait à plusieurs. Elle se fait en montrant à sa femme, en montrant à un ami où est-ce qu'on souhaite aller. Donc c'est des éléments qu'il faut réussir à canaliser. Donc la définition des parcours utilisateurs web mobile, enfin, web ou application, en tout cas mobile, passe par l'analyse justement à 360 de tous ces contextes. Et ça peut être représenté par exemple à travers des personas qu'on va définir voilà, soit via une agence comme Smile ou en tout cas même par vous-même. Il faut prendre en compte l'interaction globale et pas uniquement l'application directe ou l'usage direct d'un système mobile. Je parlais de processus engagé. On va voir un processus qui est le plus courant, c'est lire les emails. Donc, un email sur deux est lu sur mobile. Forcément, il va falloir s'adapter à ça, concevoir le mobile, les pages mobiles en responsive, concevoir des landing pages, donc des pages d'atterrissage par rapport aux campagnes
en responsive également, sous peine de perdre complètement le client, bien sûr. Les sujets sur les messageries mobiles sont plus courts, sont tronqués, il va falloir s'adapter à la taille de l'écran, bien sûr. Et puis, la lisibilité des images. Certaines images ne sont pas ouvertes par défaut sur les navigateurs, les lecteurs de mail. Il va falloir s'adapter également à ça. Donc ça, c'est un des processus qui va être engagé par l'internaute. Je parlais tout à l'heure de sentiment. Il y en a un peut-être qui peut être la bonne affaire, le sentiment de la bonne affaire. Et ici, le mobile, c'est un peu plus qu'un élément, qu'un support. Ça va être vraiment un élément central d'une stratégie de couponing. En France, aujourd'hui, c'est à peu près 3 milliards de coupons qui sont émis par an. C'est un outil du marketing direct que je pense tous les distributeurs et toutes les marques utilisent aujourd'hui. Et le marché se tourne vraiment vers le mobile comme un support des coupons. Alors ça a commencé par les SMS promotionnels, avec des QR codes également qui sont positionnés sur les boutiques ou autres, ou même des supports papier. On va avoir, pour ces deux cas-là, besoin de créer des landing pages qui soient justement compatibles sur mobile, donc encore une fois, responsive. Maintenant, on arrive de plus en plus vers des technologies encore un peu plus avancées avec des wallets, donc des portefeuilles génériques de coupons. On va avoir Passbook, ShopMeHome, donc ça va être des composants qui sont soit intégrés dans le téléphone ou soit téléchargeables et qui vont être le support de vos campagnes de couponing. Là encore, il faut les utiliser, il ne faut pas se priver de ces composants-là. Et puis, les coupons qui sont directement in-app, et donc qui peuvent être émis soit via NFC ou iBeacon, on va revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Les cartes de fidélité, bien sûr, elles sont également de plus en plus dématérialisées. On a des applications qui sont des fédérateurs, des centraliseurs de cartes de fidélité. Ça sert à rien de faire une application pour gérer, du moins les applications de fidélisation, ça peut avoir du sens, mais si le service offert aux clients, c'est simplement retrouver votre carte fidélité et les coupons promo, ça a assez peu d'intérêt pour un marchand. Donc il va falloir étendre un petit peu la gamme de services offerts. On va s'intéresser, comme j'ai dit tout à l'heure, à un lieu de vente. Donc dans le contexte, je parlais d'un lieu important, c'est le magasin. Et donc, dans le magasin, on va avoir déjà l'arrivée. Alors, depuis l'iPhone 6, on a le système iBeacon qui est intégré et qui va certainement se démocratiser de plus en plus. Le iBeacon, c'est quoi? C'est la diffusion d'offres, de messages promotionnels en mode push et de façon assez massive sur une environ d'à peu près 50 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça a un intérêt, bien sûr, pour communiquer justement des coupons, des promos. Ça va être peut-être la porte d'entrée du magasin ou l'annonce qui va être dans le hall. Pour information, Macy's va lancer justement un programme aux États-Unis avec 4000 émetteurs qui vont placer dans leur magasin pour pouvoir émettre des iBeacon. La complexité que vous aurez à gérer, et c'est un petit peu relatif à ce que disait en conclusion François Monboisse, c'est toute la question de la privacy et de doser entre le push et le spam. On va rentrer dans cette dynamique-là, et donc il faudra trouver le bon équilibre entre les deux. Ça, c'est un petit peu nouveau. Ce qui est un peu moins nouveau, ça va être les comportements in-store. Donc on avait justement la synthèse globale de ce qui pouvait se passer. Le premier point qu'on peut constater et qu'on voit, c'est l'information du produit. Comme disait M. Monboisse, le client, finalement, sait quasiment plus que le vendeur. On va avoir des données qui vont venir peut-être de la marque, mais du fabricant, et peut-être des données qui vont être complémentaires, des commentaires, des analyses, des reviews positionnés ou envoyés par d'autres sociétés. Et donc c'est important de pouvoir, à minima, répondre à ce besoin-là en tant que distributeur. Ça peut être par des QR codes, en scannant un QR code, avec un code barre, avec des NFC qui pourraient également être utilisés, sachant que là encore, les NFC et ces technologies dites RFID vont de plus en plus s'intégrer dans le paysage des magasins. Donc on parle du mobile, mais on parle aussi du magasin en lui-même. Il y a beaucoup d'enseignes qui sont en train de se positionner sur l'étiquetage RFID de leurs produits. Donc on peut imaginer à un moment une convergence entre les lecteurs mobiles et puis les puces RFID directement intégrées dans les étiquettes qui serviront pour des scans de code barre, pour de l'analyse de stock ou autre. Dans l'information produit, ça veut dire raconter une histoire, faire du storytelling, aller très très vite sur l'information pertinente, efficace. Casino a fait une application pour les allergènes, par exemple, pour des produits alimentaires. Ça va être assez direct. Ça peut être sur du partage social ou encore juste de la mise de côté d'articles pour Noël, pour des cadeaux ou autre. Le deuxième axe, c'est la comparaison du prix de vente, bien sûr, dans le cas de la distribution.
Et donc tout ce que ça implique, c'est-à-dire récupérer être bien positionné, puis savoir justement vendre également le produit et pas avoir une approche uniquement discount sur mobile. Les enjeux que vous allez avoir à confronter, ça va être également d'un point de vue technologique et technique. On parle de production de contenu unifié pour avoir l'information à la fois sur le mobile et à la fois sur vos sites web, peut-être diffuser également à vos vendeurs. Et pour ça, il y a des solutions qui existent. Je vais vous parler d'une solution de PIM, notamment Product Information Management. Vous allez retrouver juste à côté Akeneo, qui est un des partenaires du Bargento et de Smile également, qui propose justement ce type de solution pour justement réussir à uniformiser ces contenus et limiter la casse quand il s'agit de produire et de gérer ces données qui seront visibles des consommateurs. La personnalisation également, donc qui va être basée sur la localisation du point de vente en lui-même et les contenus qui vont être spécialisés au point de vente, les promotions qui sont uniquement locales ou des offres ou des horaires d'ouverture ou autres par exemple. Ce qui est important également, qu'on a constaté, c'est tout ce qui est l'aspect sémantique. On a tendance à concevoir des sites web de façon assez mono-écran, en se disant je vais placer par exemple 10 produits de cross-sell sous ma fiche produit. Dans le mobile et dans les tablettes, on va devoir s'abstraire un petit peu de ça et plus de dire je vais en placer un maximum dans une zone impartie. On ne connaît pas la taille de l'écran en amont, on ne connaît pas sur quel device le contenu va être diffusé. Donc il va falloir être de plus en plus, avoir une approche de plus en plus sémantique sur ces contenus. Donc c'est des difficultés qui vont devoir être traitées par vos équipes techniques, vos prestataires ou autres, mais c'est aussi un tas d'opportunités à saisir. Le mobile, ça va être aussi beaucoup de données comportementales qui vont pouvoir vous servir pour personnaliser encore mieux l'expérience d'achat qui peut être sur le web. Et donc finalement, le smartphone devient un point d'entrée de la big data également. On peut l'appeler, c'est Aurélien qui utilise ce terme d'ailleurs, small big data, et je trouve assez approprié, dans le sens où on va avoir des données microscopiques qui sont stockées sur des parcours, sur des scans de produits, et ensuite retransmises à un système central pour ensuite personnaliser l'expérience. Le dernier point sur le magasin, bien sûr, c'est le paiement. Donc on parlait d'Apple Pay tout à l'heure. Les NFC, ça va être la technologie qui se développe de plus en plus, avec une caractéristique principale qui est la distance au support à l'interface de paiement, donc c'est à peu près 10 cm. Aujourd'hui, bien sûr, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau, c'est assez fragmenté comme technologie, donc on n'a pas forcément un standard d'industrie qui est développé, qui est commun partout. Donc on devrait retrouver ces composants d'ici quelques années, mais c'est encore assez complexe d'y accéder. On a également des systèmes alternatifs comme PoAttack qui est exposant à côté, qui fait du paiement par QR code. Pourquoi pas, vous pouvez passer les voir pour en discuter. En tout cas, nous, on est convaincus d'une chose, c'est que pour bien s'intégrer justement et puis bien positionner son application ou son site sur un device mobile, il faut s'intégrer, réfléchir à tous ces parcours et puis s'intégrer dans l'écosystème mobile complet. On a plein d'applications, la concurrence elle est féroce, les utilisateurs, et nous les premiers, on passe d'une application à l'autre, ça va extrêmement vite, et on peut très bien naviguer, avoir une information sans passer par un seul contenu qui est publié directement par un marchand ou distributeur. Par exemple, on fait une recherche sur la search box de son téléphone portable, on arrive sur des résultats Google qui mènent directement vers Google Maps. Aucun point de contact direct avec la marque, avec le site de marque ou l'application de marque. Néanmoins, il faut réussir à se positionner sur le segment. Ça veut dire définir aussi des store locators dans cet exemple-là. Un store locator qui va pouvoir publier des informations magasins directement sur la plateforme Google Maps pour pouvoir interagir avec des micro-formats sur vos pages également qui vont pouvoir être référencés et remonter sur ces résultats de recherche. Donc il faut prendre en compte tout ce panel et ne pas imaginer reconstruire, par exemple, une application qui va tracer un itinéraire jusqu'à son magasin. Il y a déjà suffisamment d'applications qui le font très bien, il faut interagir avec elles, mais pas nécessairement le reproduire ou chercher à le reproduire. Les utilisateurs ont vraiment l'habitude de consommation des applications, il ne faut pas le reproduire, à moins de faire au moins aussi bien. Voilà. Ce qui est assez complexe quand on a un Google Maps, un Gmail, un Instagram en face de nous.
Là, je parlais essentiellement du consommateur qui est en mode autonome, c'est-à-dire qui manipule lui-même son téléphone, son smartphone, sa tablette. Je vais parler d'un autre usage, c'est plutôt les consommateurs qui vont être assistés dans leur démarche d'achat. Donc ça va être dans un point de vente, donc avec un iPad ou une borne, qui va permettre de naviguer à travers un catalogue, mais également qui va permettre d'avoir une sorte d'interaction un peu plus simple qu'aller chercher un vendeur dans un rayon. Donc c'est Clinique, par exemple, le laboratoire de cosmétiques, qui a lancé un programme Diagnostic Tool. C'est une série de questions d'aide au choix, finalement, qui va permettre de guider un consommateur sur un point de vente vers un produit spécifique. La particularité de ce terminal-là, c'est qu'il n'est pas lié au client, à l'inverse du smartphone. On va avoir une abstraction complète de qui est la personne derrière la tablette, derrière la borne. Et donc, c'est de l'information de masse qui va être poussée, envoyée. Là encore, on va avoir besoin d'informations produits, d'informations autour du magasin, des rayons, comment il est rangé, etc. C'est la nouvelle, finalement, c'est la nouvelle douchette de scan pour avoir l'information de prix qu'on avait dans tous les magasins, dans tous les magasins de distribution il y a quelques temps. On va avoir également d'autres cinématiques de self-checkout, justement, avec des tablettes qui servent à faire des check-out. Aux États-Unis, particulièrement avec Square, on a de plus en plus un système d'interaction entre l'utilisateur et puis l'interface mobile qui est mise à disposition, mais qui ne lui appartient pas. Le deuxième cas, qui est représenté sur la droite ici, c'est le conseiller, ou du moins le VRP, le vendeur B2B, qui est un cas à ne pas oublier, qui va utiliser cette tablette pour accompagner la vente de produits. Et ici encore, on va avoir une cinématique qui est un peu différente. On va avoir une théâtralisation d'une offre sur un device qui va être déplacé, qui va être porté par le vendeur en lui-même, pour pouvoir facilement et puis mettre en exposition un produit autrement que par une présentation avec une mallette de produits ou autre. Donc, on a un premier point sur l'information, sur les prix également. On peut avoir un système de devis, et là on se rapproche de plus en plus vers un iPad qui aura un usage d'application métier, de prise de commande, qui va aller jusqu'au bout du processus, voire des informations qui vont être relatives à la CRM, de l'information client, des appétences par rapport à des marques, par rapport à des gammes de produits. Donc ici on est vraiment à la frontière entre un usage commercial avec le client et un usage interne par le vendeur. Donc ça va être le challenge à relever pour la conception d'application. Le mode également déconnecté, bien sûr, puisqu'on peut le voir ici sur l'écran, ça va être un vendeur qui va être en mobilité, qui va être pas forcément connecté à Internet ou avec une connectivité limitée. Donc il faut le prendre en considération quand on va développer et imaginer quel va être le futur du mobile pour la marque. Sur la partie le magasin, l'iPad en magasin, la borne, on a tout ce qui est relatif au stock réel du magasin. Donc c'est les problématiques classiques du cross-canal, remonter les stocks sur un système centralisé, remonter les prix spécifiques au magasin sur la borne. Et peut-être qu'une version très simple d'une borne, ça va être d'exposer bien sûr le site qu'on peut retrouver sur Internet. Mais néanmoins, on a une interaction qui serait une expérience utilisateur qui serait quand même assez dégradée et limitée en ne faisant que ça. Ça peut être un premier pas en revanche. Donc, en synthèse, au minimum, c'est d'adopter une approche défensive par rapport au mobile, c'est-à-dire contrer toutes les ouvertures, enfin les contrer, ou du moins s'adapter à l'usage des emails qui sont ouverts depuis un smartphone, avec des landing pages responsives, la recherche d'un magasin qui va être faite depuis Google, par exemple. Ensuite, dans les processus, c'est bien formuler des objectifs business avant tout par rapport à ce que doit apporter le mobile dans la stratégie de vente. Et puis ensuite, par rapport à tous les contextes qu'on a vus, les différents points, faire une analyse un peu 360 et définir des personas qui répondent bien et des parcours utilisateurs qui répondent bien à toutes ces étapes de navigation. Ensuite, dans la conception, et là on rentre un petit peu sur les approches un peu plus pratiques, c'est intégrer tout l'écosystème des applications, connaître un petit peu les applications qui sont les plus utilisées et faire des liens avec elles, plutôt que de vouloir être en toute autonomie sur le mobile. Ce qui m'amène vers les dimensions technologiques
du mobile, et donc comment mettre en place un système, une interface utilisateur qui va répondre à des besoins de mobilité des internautes. On va avoir globalement 3 grandes familles que vous connaissez certainement. L'application native, qui est téléchargeable sur les stores. L'application hybride, qui est une application développée justement en technologie HTML5, CSS3, et qui est packagée, avec du JavaScript, etc., qui est packagée grâce à un conteneur, on va dire, et ensuite mise à disposition sur les plateformes de téléchargement d'applications. Et enfin, le site mobile ou responsive, là, le plus classique, qui consiste à retrouver depuis le web et la recherche un site internet via son navigateur. Il y a des enjeux qui sont un peu différents sur chacun des 3 au niveau technologique. Typiquement, sur les applications hybrides ou natives, il va falloir communiquer avec des applications, avec des systèmes back-office. Donc on va avoir probablement à mettre en place ce qu'on appelle un middleware, une interface de communication, d'échange avec une plateforme e-commerce comme Magento ou avec un PIM ou avec une CRM. Donc ça va être des composants qui vont devenir de plus en plus centraux par rapport à la conception d'applications et de mobile. Donc ça se représente sur cette forme-là. Donc là, ça devient, en tout cas, c'est les interactions qu'on va pouvoir avoir, les stacks technologiques. Donc on est sur du web avec simplement le navigateur, Safari, Chrome, et puis le code mobile HTML, CSS. Pareil pour les applications hybrides avec un packaging. Alors on utilise pas mal chez Smile la technologie qui s'appelle PhoneGap. Donc c'est une technologie open source qui permet justement de réaliser un assemblage d'une application web vers un package téléchargeable. Et la dernière, l'application native. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des écrans sur Magento responsive, sur la dernière version de Magento qui justement fournit du responsive. Donc, on a un thème de base qui permet justement de répondre à la 3e catégorie de besoins. La question qui se pose également régulièrement, c'est le choix entre le responsive, le site mobile, quel axe adopter. Alors déjà, je vais revenir sur ce qui existe et puis la terminologie. On appelle le fluid design une conception en largeur 100% qui va s'adapter uniquement en resize à l'horizontale. Donc on va avoir ici une taille 1600 sur un écran, une tablette ça va encore passer à 668, et puis un smartphone, on n'aura rien du tout. Les contenus seront affichés mais trop petits pour être lisibles, voire en superposition les uns aux autres. La technologie du responsive, donc, qui permet d'avoir à la fois des zones qui sont à retailler, mais également des zones qui vont être masquées, des contenus masqués à l'aide des media queries et d'autres composants, des autres balises HTML qui sont disponibles. Et donc on va pouvoir, disons, ajuster, adapter l'expérience de navigation et la structure avec cette technologie-là. Et puis la dernière, qui est encore plus directe, c'est le site dédié. Donc on a un site dédié qui va être conçu, développé spécifiquement pour une taille d'écran. Alors on oppose ces 3 approches-là, mais finalement elles sont un peu, je dirais, compatibles l'une avec l'autre. C'est-à-dire que déjà au niveau du parc de smartphones Android, sous Android, on a des tailles d'écran qui sont extrêmement variées. Et donc il va falloir faire un minimum de fluide entre 2 tailles d'écran, et puis du responsive, c'est-à-dire des points de rupture assez nets avec des écrans de résolution beaucoup plus grande. Donc c'est ce qui est représenté à travers ce schéma que vous voyez. Donc un site mobile dédié qui va uniquement couvrir cette zone-là, un site responsive qui va être véritablement avec des points de rupture, ici et là, et puis sur tout le reste de la chaîne, du fluide. Le fluide seul ne fonctionne pas, le responsive seul c'est bien, mais il faut le compléter avec de l'élasticité entre 2 points de rupture. D'un point de vue assez pratique, la question donc, responsive ou site mobile elle va se poser. Déjà, le premier élément, je dirais, c'est est-ce que vous avez déjà un site web normal? Un site web qui est accessible sur PC et peut-être tablette avec un minimum de fluide. Le site mobile, dans ce cas-là, il est intéressant puisqu'il peut être développé justement après le site web et de façon un peu isolée au sens projet, sans casser la maintenance et le cycle de développement du site web. On va avoir sur un site mobile dédié des contenus qui sont structurés et adaptés au parcours et aux usages. Donc là, on est vraiment dans le symétrique de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des usages différents entre un mobile et puis un PC ou une tablette.
Un site mobile, ça va aussi permettre d'avoir une compatibilité qui va être un peu meilleure avec les navigateurs, puisqu'on va devoir tester uniquement sur quelques versions de smartphone. Et on va pas devoir tester sur un Safari en grand écran, un Chrome sur un petit écran avec un Android Kit ou autre. Donc ça va être plus facile d'aborder l'aspect qualitatif. Néanmoins, ça fait 2 URL, ça veut dire au niveau du SEO, peut-être un peu de pénalité. Je ne suis pas un expert du SEO, mais en tout cas une incidence sur la stratégie SEO. Une cohérence graphique qu'il va falloir maintenir et garder, non pas par la technologie, mais qu'il va falloir insuffler par la connaissance et la conception fonctionnelle et métier. Et puis le trou qu'il pourrait y avoir au niveau des tablettes, puisque la tablette ne sera pas couverte par ce site-là. Le responsive, donc c'est bien, on va avoir un site unique, une URL unique, une cohérence naturelle, graphique, éditoriale, ergonomique. Ça peut avoir du sens, notamment quand on est dans du pur éditorial. Ça va cibler des résolutions et des points de rupture qui vont être extrêmement précis. Et donc, pour ces raisons-là, c'est assez opportun de démarrer ça peut être opportun de démarrer un site directement en responsive. Néanmoins, on a la question de la performance qui va se poser également. Globalement, un site responsive, ça ne veut pas dire un site plus léger. Je lisais des statistiques assez récemment sur un blog où finalement les consommateurs attendent d'une interface mobile qu'elle soit au moins aussi réactive qu'un site sur web. Et ça, c'était pour 50% de la population. Il y avait 25% de la population qui disait vouloir une expérience encore plus rapide, un device plus petit, donc ça devrait être plus performant. C'est intuitif peut-être, mais en tout cas, au niveau technologique, on sait que c'est tout l'inverse, et ça va être le challenge du responsive. On sait, on a fait des tests avec certains clients qui sont dans la salle, on mesure la performance ressentie par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement faire des benches avec des sondes qui vont aller tester les sites, ou des tests de charge, mais on va véritablement s'intéresser au temps de chargement sur tel et tel device, en disant, ben voilà, vous naviguez sur le site, vous avez mis 3 secondes à charger la page produit, lui a mis 3 secondes 10, etc. Et on se rend compte, c'est connu, mais en tout cas on se rend compte que le taux d'abandon est extrêmement violent. 3 secondes de plus et 40% d'abandonnistes en plus. On va avoir des taux de conversion naturellement qui vont être moins élevés. Mais surtout, ça va pénaliser toute la cinématique de parcours cross-canal également. Donc c'est possible quand même avec une technicité un peu plus importante, avec des systèmes, et peut-être qu'on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, sur la partie sur les images, avec de la compression d'images ou autre. Donc en tout cas, il faut mettre en place des technologies un peu plus avancées pour répondre à un usage en 3G, avec un accès réduit, un smartphone qui n'a pas forcément les capacités pour pouvoir resizer, au niveau du processeur, resizer une image 2024 en tout petit, par exemple. Bon voilà, après, ce qui est intéressant, c'est un petit bilan, on va dire, de ce que je viens de dire. Donc pour nous, c'est soit du responsive design avec du fluide entre les points de rupture, soit un site mobile dédié, et puis du fluide pour le site mobile dédié également, puisque, encore une fois, les résolutions sont un peu différentes entre les smartphones. Et à côté de ça, avoir une tablette qui puisse être adapté à minimum fluide pour pouvoir répondre aux besoins de navigation. Je vais laisser la parole quelques instants à Aurélien pour une problématique particulière qui est le mode déconnecté. Donc le mode déconnecté, j'en ai parlé tout à l'heure, ça va être par exemple un vendeur itinérant qui a besoin d'accéder au catalogue. Ça va être des clients qui ont leur catalogue sur leur smartphone directement pour pouvoir naviguer, voire passer des achats. Les usages sont ceux que vous imaginerez également, mais en tout cas, il faut une réponse technologique à ça, et c'est ce que Aurélien va vous présenter en quelques mots. Voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Non, on va baisser. Je suis malheureusement petit. Donc, chez Smile, on est confronté à ces enjeux, en tout cas, de catalogue déconnecté depuis un certain temps. Donc, plusieurs usages, comme Florent vous l'a dit. Le premier usage, c'est de mettre à disposition des catalogues dans la poche des clients. C'est pas forcément le principal. Alors ici, on est à Paris, il y a beaucoup de gens qui prennent le métro. Ils sont soumis à des déconnexions intempestives en permanence. L'idée, c'est de pouvoir lutter un peu contre ça. C'est réservé à des catalogues de taille assez modeste, puisqu'on ne va pas mettre des millions de produits dans la poche des clients. Mais en tout cas, sur des catalogues de marques ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible. L'autre cas d'usage, Florent l'a dit, c'est dans les magasins, tablettes, dans les mains du commercial, de la personne qui va assurer la vente, ou
en self-service pour les clients. Dans les deux cas, en tout cas, on est sur de l'usage d'applications, pour l'essentiel. Ce qu'on a designé chez Smile, c'est un système qui est basé sur une base de données de type NoSQL qui s'appelle CoachDB, dans lequel on va indexer tout le catalogue, en fait. Ça se comporte un peu comme votre moteur de recherche, dans lequel, quand on sauvegarde un produit, on l'indexe vers le moteur de recherche. Là, on va répliquer toute la donnée de Magento dans CoachDB. Pourquoi on a pris cette petite base de données, qui a une empreinte mémoire très faible, qui est très performante? On ne l'a pas pris pour toutes ses qualités, on l'a pris pour une autre qualité, c'est qu'elle est capable de se répliquer jusque sur un terminal mobile, avec un petit système qui s'appelle PouchDB, donc la version portable de CoachDB, et de façon différentielle, c'est-à-dire que quand vous changez quelques prix, quelques descriptions produits, vous n'avez pas à resynchroniser vers le client tout le catalogue. Donc c'est des synchronisations qui peuvent se faire en 1 ou 2 secondes. L'autre qualité de cette base, c'est qu'elle permet de stocker des binaires. Et donc on est capable, au moment de l'indexation, de générer des miniatures des images, et donc de synchroniser toutes les images du catalogue. Ce qui est quand même, sur des catalogues de marques, par exemple, assez important pour pouvoir vendre, tout simplement. Si on ne voit pas le produit, ça a peu d'intérêt. Alors, comment marche cette application? Alors, c'est une application, donc on a parlé de PhoneGap tout à l'heure. Alors, c'est son petit nom chez Adobe depuis qu'ils l'ont racheté. La version complètement open source s'appelle Cordova. Donc, c'est une application Cordova, donc du HTML5, JavaScript, sur lequel on utilise AngularJS pour des facilités de développement, et dans lequel on a mis PouchDB qui vient se synchroniser sur cette base de données. Il se synchronise en tâche de fond au moment du premier lancement de l'application, uniquement, et l'utilisateur peut déjà naviguer dans le catalogue. C'est vraiment capable de passer en offline ou online à tout moment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se pose la question pour les très gros catalogues, où on a des clients qui ont des millions de produits dans leur catalogue, si ce ne sera pas la bonne stratégie aussi de l'utiliser en mode offline uniquement. C'est quelque chose qui n'est pas encore décidé. L'avantage, c'est qu'on va retrouver un grand nombre de fonctionnalités de navigation catalogue de Magento native. Donc ce qu'on a refait d'ores et déjà, c'est tous les listings produits avec le faceting, le tri, et aussi un petit moteur de recherche en mode déconnecté, ce qui n'est pas forcément évident à obtenir de prime abord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui dans la boîte à outils pour régler ce genre de problème. Et c'est connecté directement à Magento. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le stand après pour en discuter plus précisément avec Aurélien qui va rester avec nous. Je vous avais promis des expériences, des retours d'expérience, et finalement je ne vous ai pas non plus présenté Smile en tout début, donc c'est l'occasion de le faire en quelques mots. Donc on est intégrateur et leader sur les solutions open source en Europe, on a un peu plus de 700, et on travaille sur des technologies, que ce soit du e-commerce, du portail collaboratif, du site web, du business intelligence, de l'ERP, dans différents segments, donc du conseil jusqu'à l'exploitation avec de l'hébergement, de l'infrastructure, une agence digitale, c'est pour ça aussi que je vous parlais tout à l'heure de persona, d'approche vraiment UX, ce sont les choses sur lesquelles on peut vous accompagner, et de l'ingénierie qui est représentée justement avec des travaux de recherche comme ce connecteur mobile sur Magento. On travaille, comme je disais, sur le web, sur le e-commerce, sur le collaboratif, le SI métier et puis l'infrastructure. Pour vous parler un petit peu de nos réalisations, on a certaines marques qui sont en ce moment même au QMEV, donc on a travaillé sur les sites mobiles de La Halle, San Marina, Minelli. Donc ce sont des sites mobiles qui sont motorisés par Magento. Vous pouvez aller naviguer sur ces enseignes. Faut savoir que la marque, du moins le groupe Vivarté, dispose de plusieurs marques, et donc on a conçu un socle qui a été réutilisé pour chacune de ces marques. Je passe un petit peu sur celle-là. Un point particulier, ça va être un usage justement de questionnaire, d'aide de questionnaire qui a été développé justement sur AngularJS avec le packaging dont on vient de parler, PhoneGap, pour créer un espace client, faire des questionnaires de santé pour la marque Insudiette. Donc là, on est sur des technologies un peu plus complexes. Et puis, une application, j'en parlais tout à l'heure, Soon, que vous pouvez également télécharger et puis tester, qui elle aussi est développée sur la même technologie, c'est-à-dire PhoneGap, AngularJS, et c'est du pur front dev, connecté avec un middleware qu'on a développé en Java, qui permet d'interagir avec les composants bancaires traditionnels pour la consultation de comptes ou autres.
mais des fonctionnalités qui sont un peu inhabituelles, à savoir de la gestion de dépenses, une sorte de calendrier des dépenses prévisionnel, etc., et analytique sur les dépenses en loisirs, les dépenses en consommation courante ou autres. Je voulais faire intervenir Emmanuel qui est ici et qui est chef de projet chez Smile pour le groupe VFC. Donc VFC, c'est un ensemble de marques pour faire l'introduction. Ça va être North Face, Eastpak, Vans, Kipling, Seven for Mankind, donc qui sont motorisés avec Magento et dont on a déployé les sites mobiles depuis quelques temps. Donc je laisse la parole à Emmanuel. Oui, bonjour, effectivement, donc j'ai travaillé en tant que chef de projet e-commerce sur ces sites mobiles, donc pour les marques Eastpak, Kipling et Seven for Mankind. Donc pourquoi site mobile personnalisé? Donc pour différentes raisons. La première, c'est le besoin de conquête. Donc en fait, le groupe VF souhaitait que ces sites soient disponibles via Google ou via un lien dans un email, donc à atteindre une cible plus large. Ensuite, une liberté au niveau du design et des fonctionnalités intégrées à partir de la version desktop de ces 3 sites. Donc peut impacter cette version desktop également. Une flexibilité future, pouvoir faire évoluer les 2 versions différemment, maintenance facilitée. Et enfin, optimiser les performances sur le mobile principalement. Voilà. Donc ce que Smile a fait, c'est concevoir un module commun. Donc, c'est-à-dire pour ces 3 marques, identifier les fonctionnalités qui sont communes, les intégrer au sein d'un module avec différentes vues, différents contrôleurs et modèles pour le traitement spécifique, et intégrer dans ce module commun également la redirection en JavaScript. Et enfin, pour chaque marque, identifier, donc mettre séparément les médias, les traductions et certaines fonctionnalités qui pourraient être spécifiques. Voilà. Au niveau des difficultés que nous avons rencontrées, donc d'abord la première, ça a été d'accorder les marques sur le fonctionnel à intégrer au module commun. Voilà, parce que certaines marques souhaitaient intégrer telle fonctionnalité, d'autres marques d'autres. Donc il a fallu considérer que les 3 marques souhaitaient intégrer le store locator. Voilà, on l'a pris, on l'a intégré. Les 3 marques souhaitaient intégrer une page de contact, on l'a fait. Ensuite, également définir une structure de page. Donc sur les pages catégories, définir le nombre d'éléments qu'on affichait sur une page, comment allait se comporter la pagination, les filtres, etc. pour pouvoir mettre le maximum de choses dans le module commun. Donc ça a été la première difficulté. On a dû concéder donc certaines fonctionnalités spécifiques par marque. Ensuite, deuxième difficulté, ça a été de gérer 2 URL différentes, donc 2 URL pour 2 thèmes. Donc pour ces difficultés, il a fallu réécrire certaines classes natives de Magento. Il a fallu également un montage extensible qui puisse s'adapter à différents devices en fonction de la cible, de différentes tailles. Et donc pour cela, ça a fait appel à une expertise de montage avancée. Au niveau de l'optimisation des performances, on a utilisé des sprites. On a fait en sorte de réduire au maximum la taille des fichiers CSS, faire en sorte également que le client n'utilise pas de fond spécifique qui alourde la taille de la page. Pour quelques chiffres, donc en moyenne sur le site Kipling, on est à 422 KO par page au premier chargement et 14 en second. 14 kilooctets, ça va extrêmement vite du coup sur les chargements. Et c'est peut-être justement le gros avantage de cette approche. Ouais. Autre point, au niveau du paiement, on a dû, donc sur ces 3 sites, on fait appel à Global Collect en tant que passerelle de paiement. Donc on a dû converser avec eux pour mettre au point un système qui leur permette de leur côté d'afficher la pop-in qui correspond au device. Donc si je suis sur mon PC, je dois avoir une pop-in large et sur mon mobile, une pop-in beaucoup plus réduite avec moins d'informations. Donc on passe en paramètre en fait à Global Collect un élément qui leur permet d'identifier le device. Au niveau des difficultés, j'en citerai 2 dernières. La première, c'est sur Windows Mobile, parce que les outils de débugage sont inexistants à l'heure actuelle. Donc ça a été assez compliqué pour nous de débugger sur ces devices, alors que pour iPhone et Android,
on peut déboguer en remote, en fait, en branchant le téléphone soit à un Mac, soit à un ordinateur. Et dernier point, c'est au niveau de la recette, parce que site mobile donc, veut dire beaucoup de versions de devices différents et des navigateurs différents également. Donc ça entraîne beaucoup de recettes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci beaucoup, merci de votre attention.